À Portofino, l'une des stars les plus sulfureuses de la jet-set italienne disparaît dans des conditions mystérieuses. La très belle comtesse Francesca Agusta. Toute l'Italie est sous le choc. Son parcours aux allures de conte de fées a fait d'elle l'une des figures les plus attachantes du pays. Le chat d'Iran, Silvio Berlusconi, Barbara Streisand, Madonna, les plus grandes stars du show business et de la politique accouraient à Portofino l'été pour faire la fête à la célèbre Villa Alta Chiara de la comtesse Agusta. La piste de l'hélicoptère était devenue plutôt une piste pour la nuit. Accident ou meurtre? Qu'est-il arrivé à la comtesse Agusta? En Irlande, le corps affreusement mutilé d'une jeune femme est retrouvé sur un petit chemin au pied d'une maison de pêcheurs isolée. Ce corps, c'est celui d'une Française, Sophie Toscan du Plantier. Elle avait épousé le plus célèbre producteur de cinéma français, Daniel Toscan du Plantier. Cette figure incontournable du 7e art et des médias, de 18 ans son aîné, était l'ami de toutes les stars. En quelques années, c'est dans ce monde de rêves et de paillettes que la discrète Sophie est propulsée. Nous partirons en Irlande, sur les traces de l'épouse de Daniel Toscan du Plantier. Retour sur l'un des plus grands mystères de ces 15 dernières années en Irlande. Sophie Toscan du Plantier ou l'histoire d'un crime parfait. Edward Stern avait tout pour vivre une existence extrêmement heureuse. Pourtant, en 2005, il est retrouvé mort en combinaison de latex dans son luxueux appartement de Genève de 4 balles dans la tête. Edward Stern était un banquier français multimilliardaire, l'un des hommes les plus riches de l'Hexagone. Mais une nuit, il a été abattu. Le dossier est sensible. Mais les enquêteurs vont rapidement être aiguillés sur la piste d'une mystérieuse jeune femme blonde. Une sorte de, si j'ose dire, de geisha. Comment a-t-elle tissé sa toile autour du très convoité Edward Stern? Comment leur jeu sexuel a-t-il pu virer au cauchemar en quelques minutes? Ils étaient dans l'excès. Tout était dans l'excès. Vous allez assister à la vertigineuse descente aux enfers d'un couple hors du commun. Enquête sur une trajectoire fatale, celle du richissime banquier Edward Stern. Le 8 janvier 2001, dans la station balnéaire très glamour de Portofino, l'une des plus grandes figures de la jet-set italienne disparaît dans des conditions mystérieuses. La comtesse Francesca Vacca Agusta. Pendant des jours et des jours, le corps de celle que l'Italie surnomme la comtesse va rester introuvable. Sa rocambolesque disparition va tenir en haleine tout le pays. Il y a même des gens qui ont vu une voiture sortir de la villa avec un corps dans un tapis. Une chute vertigineuse de cette falaise aurait sonné le glas de cette comtesse, dont la vie ressemblait à un véritable conte de fées. Le chat d'Iran, Silvio Berlusconi, Barbara Streisand, Madonna, les plus grandes stars du show business et de la politique se pressaient aux soirées organisées dans sa somptueuse villa. Cette Francesca qui est devenue d'un coup une des femmes les plus importantes d'Italie. Accident ou meurtre? Toute l'Italie est en émoi et les rumeurs vont bon train. Les métros, la vie. Surtout une femme qui fait un lifting. Quelques mois avant, se suicide pas quelques mois après. Après des semaines d'enquête, les soupçons vont se porter sur ces deux derniers amants, Maurizio et Tirso. Avec cette question, la comtesse Francesca Agusta a-t-elle fait l'objet d'un assassinat programmé? L'un d'eux en voulait-il à son immense fortune? Elle est morte, elle avait 250 millions de francs. La comtesse Agusta a-t-elle été sauvagement assassinée ou a-t-elle fait une mauvaise chute? Les premières constatations nous choquent puisque le crâne est complètement défoncé. Pourquoi et comment cette jeune Milanaise de classe moyenne est-elle devenue en quelques années cette comtesse que toute l'Italie adulait? Enquête et révélation sur la jet-setteuse italienne Francesca Agusta. Enquête sur la comtesse aux pieds nus. Elle a beau être l'héritière d'un des hommes les plus riches d'Italie, la comtesse Francesca Vacca Agusta n'est pas d'humeur joyeuse ce soir du 8 janvier 2001. Elle tourne en rond à la Villa Alta Chiara dans sa somptueuse demeure italienne perchée sur le promontoire de Portofino, à plus de 80 mètres au-dessus de la mer. Peu avant le dîner, elle s'éclipse dans ses appartements et vide une bouteille de whisky. Pour chasser plus vite ses idées noires, elle avale aussi 10 cachets de somnifères.
À 58 ans, la comtesse Augusta est au bout du rouleau. Elle ne réapparaît dans le salon que vers 19 h. La tête embrumée pour annoncer à son entourage qu'elle sort prendre un bain. Pourtant, il fait un temps épouvantable sur la côte ligurienne. Sur la falaise, le vent souffle en rafale et il pleut à verse. Mais personne ne la retient. Tous sont habitués aux frasques de Madame la Comtesse. La voilà nue sous son léger peignoir, en chaussons dépareillés, qui s'éloigne dans le parc, titubant sous la tempête. C'est la dernière image qu'ils auront d'elle. Ils ne la reverront jamais. Le lendemain matin, le journaliste italien Massimo Calandri est l'un des premiers à arriver sur les lieux. Eh bien, c'était le 9 janvier, le matin. J'avais un ami en contact chez les carabinieri qui me dit qu'il y a eu un gros problème à Portofino et que la comtesse Augusta a disparu. Qu'on est en train de la chercher dans les montagnes autour de Portofino, qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce que s'est passé, mais que c'est un grave problème. Il y a tous les policiers qui sont en train d'arriver, de Gênes, de la ville de Gênes, de la ville de Rome même. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est en train de passer, mais on sait que c'est quelque chose de très important parce que la comtesse est très connue dans tout le monde, surtout ici à Portofino. Elle fait des grandes fêtes, elle invite toutes les célébrités, c'est une des femmes les plus riches d'Italie. Le surlendemain, le soleil irradie de nouveau Portofino. Ce ravissant petit port de pêche de 400 habitants est avec Saint-Tropez l'une des stations balnéaires les plus sélectes de la Méditerranée. L'été, Silvio Berlusconi, Dolce & Gabbana et les plus grandes fortunes italiennes y séjournent dans leur résidence secondaire. Les barques cèdent leur place aux yachts. Mais ce matin-là, les plongeurs locaux rentrent au port avec une prise inhabituelle. Ils retrouvent par 35 mètres de fond le peignoir, les pantoufles et les lunettes en écaille de la comtesse. Nous sommes retournés sur les lieux avec l'ancien maire du village, Giorgio Devoto. À l'époque, il avait contribué aux recherches. Regardez, la villa est là-haut, juste au-dessus. Vous voyez entre le pin et le palmier, il y a une balustrade. C'est là que la comtesse avait l'habitude de se cacher quand elle déprimait et qu'elle avait un peu bu. Elle est probablement tombée de là, puis a roulé de roche en roche pour finir à la mer. Vous voyez, c'est là. C'est juste là. C'est à cet endroit que les jardiniers balançaient leurs herbes. Ici, il se murmure que la villa la plus prestigieuse de Portofino serait frappée d'une malédiction. Elle porte malheur, cette villa. Et ce, depuis sa construction par Lord Carnarvon, celui qui a découvert la tombe de Toutankhamon en Égypte. Il est mort rapidement après, et quelque temps plus tard, on a su qu'un de ses proches était lui aussi tombé là, exactement au même endroit que la comtesse. Tout raisonnablement nous fait penser à une tragédie. Alors on comprend qu'elle est tombée. On ne sait rien de... Mais le problème, c'est le corps. On ne trouve pas le cadavre, donc qu'est-ce que s'est vraiment passé? Francesca Vacca Augusta s'est volatilisée. La comtesse a-t-elle mis en scène sa propre disparition? Est-elle tombée accidentellement de la falaise? Ou pire, quelqu'un l'a-t-il poussée? Où est passé le corps de la comtesse Augusta? À Portofino, qu'est-il arrivé à la comtesse Augusta? C'est la question que toute l'Italie se pose. C'est normal, c'est une grande histoire d'amour, c'est une histoire d'argent, c'est une histoire avec un mystère, peut-être un meurtre, avec les testaments, avec la lutte entre tous les héritiers. C'est vraiment une grande histoire, un grand roman. Il y a tous les ingrédients, non?
Des jours durant, les journalistes font le pied de grue devant le portail de la villa, espérant voir sortir Tirso et Susanna, les dernières personnes à avoir vu la comtesse. Les rumeurs vont bon train. On commence à écouter des histoires de témoignages les plus incroyables. Peut-être qu'il y a des bandits qui l'ont prise pour demander de l'argent. Il y a même des gens qui sont prêts à jurer, qui vont chez les carabiniers pour dire qu'ils ont vu une voiture sortir de la villa avec un corps dans un tapis ou quelque chose comme ça, et quelqu'un qui a jeté ce corps des rochers. En l'absence de corps, personne n'ose encore imaginer le pire, même si les espoirs de la retrouver vivante s'amenuisent de jour en jour. Le pays est en émoi. La comtesse Augusta est depuis plus de 40 ans une figure incontournable de la jet-set italienne. La trajectoire de Francesca Vacca Grafani débute dans les années 60 à Milan. Cette jeune femme exubérante, issue de la petite bourgeoisie locale, gagne sa vie en posant pour des magazines de mode. Le reste du temps, elle court les réceptions de la jet-set milanaise, jusqu'à ce qu'un soir de 1965, une rencontre bouleverse son destin. Son regard croise celui du comte Corrado Augusta. Sa famille a fait fortune dans les hélicoptères, c'est l'un des hommes les plus puissants du pays. Il est marié et père de famille et accuse 18 ans de plus qu'elle, mais entre eux, le coup de foudre est immédiat. C'est à Saint-Moritz, en Suisse, que nous avons retrouvé Ricky Augusta, le fils unique du comte. À 60 ans, il garde un souvenir tendre de cette belle-mère que son père a tant aimée. Francesca était une femme belle, de très grande classe, très sympathique, très gentille. Et comme ça, c'est normal que mon père s'amoure. Je trouve que c'était juste. En plus, après, ils ont passé au moins 20 années vraiment bien ensemble. Le jet-setter italien Massimo Gardia a bien connu Francesca. À l'époque, la jeune starlette est loin d'imaginer qu'elle va vivre un véritable conte de fées. Et tout d'un coup, il divorce de sa femme. Ça lui coûtait très cher. Sa femme, il a dû donner presque la moitié de sa fortune, énormément, mais elle gagnait encore de l'argent. C'était un homme qui travaillait, qui faisait des affaires. Et a marié cette Francesca, qui est devenue d'un coup une des femmes les plus importantes d'Italie. Les noces sont célébrées au début des années 70. À 30 ans, la roturière trouve très vite sa place parmi les richissimes clients de son mari. Le Shah d'Iran, le roi Hassan II ou encore Silvio Berlusconi. Le domaine Augusta est alors l'un des plus réputés d'Italie. Cela fait 40 ans que Carmelo Carluzzo vit à Portofino. Cet enfant du pays a connu la grande époque du comte. Son activité l'a mené à fréquenter les plus grandes familles royales. Tous les chefs d'État venaient à Portofino, mais aussi les plus grandes stars d'Hollywood et la jet-set du monde entier. Chez elle, j'ai vu Barbara Streisand, j'ai vu De Niro, j'ai vu Madonna. Elle recevait des gens très célèbres. Elle aimait beaucoup inviter des gens très célèbres. Propriété en Italie et au Mexique, chalet à Saint-Moritz, yacht de luxe de plus de 50 mètres ancré à Monaco et rivière de diamants. Francesca Vacca Augusta mène une existence enivrante. Elle est devenue très capricieuse, très prétentieuse. Je ne peux jamais oublier que je donnais une fois un dîner à Sardaigne pour mon anniversaire. Elle était là avec 14 invités. Elle et son mari, c'était 16. Ils avaient fait comme menu salade de crustacés, dans salade de mer et après un timbal de pâtes. Et quand sont arrivés les timbales de pâtes, elle dit non, moi je ne mange pas les pâtes le soir, c'est trop grossissant. Elle est partie avec tous ses invités. D'un coup, ma table est restée à moitié vide, surtout la place à côté de la mienne. Pour vous dire comme elle était, de caractère difficile, elle se croyait la reine du monde. On ne peut rien refuser à Madame la Comtesse, et elle-même d'ailleurs ne se refuse rien. Pas même quelques aventures extra-conjugales. Des infidélités qui, au bout de 20 ans de mariage, auront raison de ce conte de fées. Je pense que la différence d'âge, elle a joué un bon rôle pour faire finir l'histoire. En 1985, le couple se sépare.
La comtesse conserve la villa Alta Chiara et s'établit à Portofino. Et à peine un an plus tard, elle tombe dans les bras d'un enfant du village, Maurizio Raggio, un playboy de 20 ans son cadet. Maurizio Raggio avait un bar très connu ici. Il était fréquenté par toute la jet set. C'est quelqu'un de très sérieux, de très intelligent. Il parle au moins 5 langues. C'est une personne très cultivée. Une personnalité brillante qui se révèle être un homme d'affaires redoutable. Au point d'inciter Francesca, lorsque le comte Agusta s'éteint en 1989 des suites d'un cancer, à obtenir une part plus conséquente de sa fortune. Un capital de plusieurs centaines de millions d'euros. Pour cela, elle ira même jusqu'à attaquer Ricky Agusta, le fils de son défunt mari, en justice. Je pense qu'elle a perdu 11 années de vie, et moi aussi, parce que quand mon père est mort, elle a décidé que la fortune elle était 10 fois ce que c'était. Ce qu'elle voulait, c'était 3 fois la fortune à peu près. C'est une folie. 11 ans de procédure qui ne lui rapportent pas un centime. Les malheurs s'enchaînent pour Francesca. Avec Maurizio, elle se retrouve mêlée à une très grave affaire de corruption politique. La comtesse est accusée d'avoir détourné 16 millions d'euros avec la complicité du président du Conseil et des notables du Parti socialiste italien. Au cœur du scandale, elle est condamnée à 16 ans de prison. Pour échapper à sa peine, elle se réfugie au Mexique avec son amant. Mais 3 ans plus tard, elle est extradée. Après quelques mois d'incarcération, elle finit assignées à résidence à la Villa Alta Chiara. Son palais de Portofino devient son pénitencier. L'idée d'être prisonnière et de ce scandale l'a beaucoup blessée, l'a beaucoup déprimée. Elle a eu des dépressions énormes. Pour couronner le tout, le grand amour de sa vie, Maurizio Raggio, la quitte pour une compagne plus jeune. Ils ont beau rester amis. Pour Francesca, c'est le coup de grâce. Elle a commencé à avoir l'angoisse de vieillir. Elle a commencé à faire des liftings, à toutes choses, à faire des choses. Elle ne voulait pas prendre le soleil, elle dormait jusqu'à l'après-midi. La vie chez elle, c'était un peu emmerdant. Et elle a commencé son péchant pour les drogues aussi. La piste de l'hélicoptère était devenue plutôt une piste pour la nuit. Mais vous savez que quand on commence à prendre des drogues, la tête part un peu, je veux dire, on n'est plus la même personnalité, je veux dire. Elle avait peu perdu la tête. Seule, sans enfant, l'extravagante comtesse refait parler d'elle à l'aube de ses 60 ans, en s'affichant avec 2 personnages hauts en couleur. Susana Torretta, une bimbo de 30 ans, bodybuildeuse à 16 heures, et un énigmatique Mexicain, Tirso Chazaro. Ce nouveau playboy au physique de Rudolph Valentino est à la fois son garde du corps, son secrétaire, son prof de gym et surtout son amant. Un choix qui interroge aujourd'hui encore Ricky Agusta. Comment une dame comme Francesca, intelligente, sympathique, généreuse, peut se mettre avec une personne comme Tirso? Moi, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas me justifier. C'est pas pour, j'ai connu une des personnes les plus nulles au monde. C'est une offense à l'intelligence de Francesca, je trouve. Ça, c'est ce que je dis. Il y avait un ménage à 3, un ménage un peu compliqué. Raggio, il était le patron, celui qui gérait tout le monde. Gérait la villa, gérait la comtesse, gérait les amis de la comtesse. Il avait mis ces gens à côté d'elle pour mieux la contrôler. Mais cette cour se révèle plus soucieuse de la flatter que de la protéger. 8 jours avant sa mort, Francesca lance un véritable appel au secours à Ricky Agusta, le fils du comte. Cela fait 10 ans qu'ils ne se sont pas parlé au téléphone. Peut-être, dans sa tête, elle avait reconnu que moi, j'étais la personne la plus fiable, on dit comme ça, qui pouvait s'adresser. Elle m'a dit, je suis très fâché, je ne suis pas content. Les gens autour de moi ils sont seulement intéressés. Les seuls qui n'étaient pas intéressés, c'était Maurizio, mais maintenant il a une autre vie. Il était fatigué de ces gens, de cette vie, de ces gens autour. Et tout ça. Je dis, Francesca, c'est toi qui les vas choisir, tes amis, pas moi. Que
Que s'est-il alors passé cette journée fatidique du 8 janvier 2001 dans l'intimité de la Villa Alta Chiara? Ce 8 janvier 2001, c'est l'anniversaire de Maurizio Raggio. Pour la première fois, il a décidé de le fêter à Miami, loin de la comtesse Augusta. Il était très fâché et il était très déçu, je crois, pour l'absence de Maurizio Raggio. Donc il a commencé à boire. Et pour la deuxième fois en une semaine, Francesca téléphone à Ricky Augusta. Il sera le dernier à lui parler. Elle était dans un état, je ne trouve pas exactement calme. Clairement, elle était sous. Et elle avait pris des choses, quelque chose, pour dormir ou pour ne pas dormir, je ne sais pas. Je n'ai pas compris un mot. Elle, et je dis à Francesca, calme-toi, écoute, va te reposer parce que je ne t'entends pas. Ricky Augusta l'apprendra bien plus tard, mais cet appel, Francesca l'a passé depuis l'intérieur d'un placard, où elle s'est cachée en attendant qu'on la trouve. Car depuis quelque temps, se cacher, c'est la dernière lubie de la comtesse. Elle s'est cachée parce qu'elle avait vraiment besoin d'amour, de la compréhension du monde, de l'attention, de l'affection du monde. Donc elle s'est sentie seule, elle faisait comme ça, elle s'est comportée, tout le monde racontait, elle s'est comportée comme un enfant. Vraiment, parce qu'elle avait besoin elle était très fragile du point de vue psychologique, donc le caractère, donc elle avait besoin de quelqu'un à son côté, et c'était sa façon de demander de l'aide. Non? Clairement, elle n'était pas une femme heureuse. Sinon, vous ne rentrez pas dans un armoire où vous cachez, jouez cache-cache. Ça, c'est sûr. Hein? Il est environ 19h lorsque Tirso et Susanna la voient réapparaître dans le salon. Nue sous son peignoir en plein mois de janvier, 2 sandales dépareillées aux pieds, la comtesse Augusta leur annonce qu'elle sort se baigner. Mais au bout de quelques heures, sans nouvelles d'elle, ils préviennent Maurizio à Miami. C'est Maurizio qui a compris, après 2 heures, 3 heures comme ça, que ça pouvait être quelque chose de dangereux. Donc c'est lui qui a appelé pour le premier les carabinieri. Et donc tout a commencé. Que s'est-il passé dans le parc de la Villa Alta Chiara? Francesca Augusta a-t-elle été victime d'un complot de son entourage? La comtesse, ivre et sous l'emprise de somnifères, a-t-elle perdu seule l'équilibre au bord de la falaise? Ou bien, quelqu'un l'a-t-il aidée à tomber? Et comment expliquer qu'elle ait modifié à plusieurs reprises son testament au cours des derniers mois? À Portofino, après la disparition de la comtesse Augusta, un élément trouble les enquêteurs. Les occupants de la luxueuse villa ont mis 7 heures avant d'alerter les policiers de l'absence inexpliquée de la millionnaire. Et au fil de leurs investigations, ils dénichent un document capital. La comtesse avait rédigé son testament. Mais ce qui les intrigue par-dessus tout, c'est que ces dernières semaines, elle n'a eu de cesse de le modifier. La question, c'est le testament. Qu'est-ce qu'il y avait dans le testament? Elle est morte, elle avait 250 millions de francs dans les comptes courants, liquides, 250 millions de francs liquides. Il y a maison d'Acapulco, maison en Suisse, maison à Milan et maison à Portofino. Énorme maison, beaucoup de valoirs, valeurs énormes. La comtesse Augusta était richissime et sans descendance. Alors pour les enquêteurs italiens, elle aurait pu faire l'objet de certaines pressions dans son entourage. Dans les derniers mois, presque chaque semaine, elle voulait changer le testament. Donc peut-être que quelqu'un a pensé, voilà, c'est moi l'héritier, il faut faire quelque chose avant qu'elle change d'idée. Elle faisait tout le temps des testaments selon son humeur. Elle les disait à ses partenaires, ça c'est une chose qu'on ne doit jamais faire. Si vous avez beaucoup d'argent, vous dites à votre partenaire que ils sont légataires, qu'il va vous tuer tout de suite. Et les héritiers les voici. Maurizio et Tirso, ces 2 derniers amants, sont les premiers à figurer sur son testament. 1 an plus tard, en 1999, Maurizio disparaît du document. C'est désormais Tirso et Domenico, le frère de la comtesse,
qui doivent se partager le pactole. Le 22 mai 2000, nouveau rebondissement. La comtesse décide de tout léguer à Tirso. Seulement voilà, le 6 janvier 2001, 2 jours avant sa disparition, Tirso est finalement contraint de partager le futur héritage avec Susanna. Mais ce dernier testament non signé, écrit à huis clos, n'aura aucune valeur. Tout le monde était convaincu d'être, disons, l'héritier, non, celui qui devait avoir le trésor. Maurizio Raggi il était convaincu, mais aussi le frère Domenico Vaccagrafagni, aussi le Mexicain, aussi Suzanne, elle pensait, oui, bien sûr, on était des grands amis, donc j'aurais beaucoup d'argent. Et c'est vraiment une lutte, une guerre pour le testament qui a commencé depuis juste quelques heures après sa disparition, parce que à 2h, 3h de la nuit, le frère était déjà là, dans la chambre, avec le Mexicain, ils étaient déjà en train de chercher le testament. Au tribunal de Chiavari, une enquête est ouverte. Cela fait déjà 2 semaines que la comtesse a disparu lorsque soudain, un événement improbable va se produire à 400 km de là, sur les côtes françaises. Le 22 janvier 2001, le lieutenant Laurent Évin, alors gendarme à Hyères, est appelé sur une plage de Bormes-les-Mimosas près de Saint-Tropez. Ici, les plages sont nichées dans des criques et chacune porte un nom. Et parfois, certaines coïncidences sont plus que troublantes. Environ 300 ou 400 mètres d'ici, il y a une petite crique qui s'appelle la crique de Portofino. Mais celle qui intéresse le lieutenant Évin, c'est la crique du Pinet, juste en dessous. C'est dans ce petit coin de paradis à l'abri des regards que ce 22 janvier 2001, des promeneurs ont fait une sordide découverte. On constate la présence du corps d'une femme entièrement dénudée, allongée sur le ventre, qui semble avoir été rejetée par la mer. Les premières constatations nous choquent puisque le crâne est complètement défoncé. Ce gendarme vient de découvrir le corps de la comtesse Augusta. Mais il ne le sait pas encore, car en France, personne n'a entendu parler de sa disparition. Enquête de voisinage, examen du fichier national des personnes disparues, les enquêteurs tentent de mettre un nom sur ce cadavre. À l'Institut médico-légal de Toulon, où il fait l'objet d'une autopsie, une première piste est écartée. Si la victime était tombée de la petite falaise du Cap Bénat à Bormes-les-Mimosas, où son corps a été découvert, ses blessures auraient été bien moins sévères. C'est le docteur Jean-Marc Janin qui réalise cette expertise. La boîte crânienne était ouverte, disloquée, le cerveau était absent, il avait donc été éjecté. Et d'autres blessures que l'on découvrait au niveau des membres, fracture de l'humérus droit, des fractures ouvertes d'une cheville droite, fracture des avant-bras. Ces lésions-là sont rencontrées dans les cas de chute de corps d'une hauteur importante. Le docteur Janin ne décèle aucune trace d'eau dans les poumons. C'est donc que la victime n'est pas morte noyée. Conclusion du légiste, l'inconnue n'est pas décédée à l'endroit où son corps a été trouvé. Elle y aurait donc été déposée. Les enquêteurs varois penchent alors pour un homicide. Les gendarmes français vont-ils parvenir à identifier le cadavre de la comtesse Augusta? Quel élément va les mettre sur sa piste? Et vont-ils découvrir comment ce corps est arrivé sur les côtes françaises? L'enquête sur le cadavre découvert à Bormes-les-Mimosas est confiée au procureur adjoint de Toulon, Nicolas Bessonne. Pour avancer, il dispose des planches photographiques réalisées par les gendarmes le jour de la découverte, du rapport d'autopsie, mais aussi des analyses toxicologiques et d'un schéma dentaire de la victime. On se rend compte très rapidement qu'elle porte 2 alliances avec la même date. Donc ça nous interpelle, 4 novembre 1950, me semble-t-il. Donc c'est quelqu'un qui est identifiable. Et puis on a la dentition. Le seul élément qu'on a, c'est qu'on comprend que c'est une personne qui n'est pas d'extraction modeste et qui est vraisemblablement assez fortunée dans la mesure où le travail qui a été opéré par les hommes de l'art dans sa bouche sont très dispendieux. Mis bout à bout, ces éléments ne mettent toujours pas les gendarmes français sur la piste de la comtesse.
pour être franc avec vous, on patine un peu. On n'a aucun élément. Et bien évidemment, tout ce qu'on fait, le voisinage, les gendarmes s'agitent, etc., sur l'aire de Bormes-les-Mimosas, sur l'aire varoise, voire même sur le territoire national, les recherches sont totalement négatives. Pour sortir de l'impasse, les enquêteurs lancent un appel à témoins dans la presse. La pêche est miraculeuse. Un lecteur se manifeste. Il pense reconnaître la comtesse Augusta que toute l'Italie recherche depuis plusieurs semaines. Le procureur adjoint contacte aussitôt les enquêteurs italiens et demande à la famille d'apporter au plus vite un schéma des empreintes dentaires de la comtesse. Les pièces manquantes du puzzle sont enfin réunies. Le schéma dentaire correspond, les alliances correspondent au remariage de son père. Il sera ultérieurement fait une expertise ADN avec le frère de Madame Vacca Augusta qui confirmera définitivement ce que nous savions déjà, donc qu'il s'agit bien de cette personne. L'inconnu du Cap Bénat est donc bien la comtesse Augusta. Mais alors, comment le corps de la milliardaire a-t-il pu s'échouer sur une plage varoise, à plus de 400 km de sa villa de Portofino? Ce sont les techniciens de Météo France, spécialisés dans les courants marins, qui vont apporter la réponse. Le cadavre a dérivé sous l'effet du courant Ligure, qui lèche les côtes méditerranéennes de l'Italie à l'Espagne. À un moment donné, on s'est même demandé si elle n'avait pas été, je pense que c'est une thèse qui avait été développée par la gendarmerie, est-ce qu'elle n'aurait pas été transportée, jetée là, etc. Non, le courant Ligure confirme qu'effectivement, elle tombe et elle peut, c'est tout à fait compatible avec une chute ce soir-là à Portofino et le courant Ligure la conduit jusqu'à Bormes-les-Mimosas. Quand ceci est établi, qu'on sait que c'est elle, qu'on rend le corps aux Italiens, après, en amont, pourquoi est-elle tombée ce soir-là de cette falaise? C'est la question à laquelle vont désormais devoir répondre les enquêteurs italiens. Car après plus de 2 semaines d'interrogatoire, aucune charge n'a finalement été retenue contre les amis de la comtesse, et notamment Tirso, son amant mexicain. Certes, il a bien hérité de son immense fortune, mais il a conclu un arrangement avec l'entourage de la milliardaire, afin que chacun touche sa part du gâteau. Maurizio, bien sûr, mais aussi les neveux de la comtesse. Les enquêteurs ont définitivement enterré la thèse de l'assassinat. Reste l'hypothèse du suicide ou celle de l'accident. Chez les policiers, comme chez les proches, les avis restent partagés. La comtesse était fatiguée de vivre. C'est mon sentiment. Elle n'avait plus la volonté, la force de supporter cette situation. Et elle a choisi de partir. Je ne sais pas comment, mais elle a préféré fermer un livre plein de contes, de romantisme, de jolies choses, et le faire en toute discrétion. Pourquoi s'est suicidée comme ça? Elle avait plein de somnifères, elle prenait plein de drogues. Elle aurait pu se suicider avec les médicaments. C'est 1000 fois mieux. Elle prenait un mélange, une overdose, elle serait morte d'overdose. Je veux dire, plus agréable que se jeter, que vous pouvez rester paralysé, vous n'êtes pas sûr de mourir. Je la connaissais son caractère. C'est pas une femme qui elle aimait trop la vie. Surtout une femme qui fait un lift quelques mois avant, c'est pas de quelques mois après. Cette comtesse, qui a écrit tant de testaments, n'a d'ailleurs laissé aucune lettre qui justifierait un tel acte. Après toutes ces années d'enquête, la justice a donc tranché. La comtesse Augusta est bien morte par accident. Pourtant, la presse italienne continue, elle, plus de 10 ans après le drame, de faire ses choux gras avec cette affaire. On ne peut pas toujours avoir une exacte solution pour ce qui s'appelle être un accident. Si c'est un accident créé par les malheurs de cette femme, par la drogue, par l'alcool, par la disattention des gens autour, mais c'est toujours un accident. On ne peut pas continuer pour chercher la solution. Mais malgré tout, en Italie, sont toujours, aiment cette chose, aiment l'intrigue, les scandales, les choses. Eh oui, mais s'il n'y a pas
Qu'on la laisse en paix, qu'elle vive tranquille où elle est. Ce qui est arrivé est arrivé. Plus le temps passe, qu'est-ce que vous voulez qu'on vérifie? Rien. Qu'on la laisse en paix là où elle est, c'est tout. À Portofino, ceux qui ont connu et aimé la comtesse voudraient définitivement en finir avec cette histoire. Le 23 décembre 1996, 2 jours avant Noël, le corps affreusement mutilé d'une jeune femme est retrouvé sur un petit chemin au pied d'une maison de pêcheurs isolée sur la côte irlandaise. Cette jeune femme, c'est Sophie Toscan du Plantier. J'ai juste remarqué son bras qui était dénudé. Mais jamais je n'aurais cru que c'était Sophie. Sophie Toscan du Plantier était jeune, jolie et depuis quelques années très riche. Elle avait épousé le plus célèbre producteur de cinéma français, Daniel Toscan du Plantier. Palme d'or au Festival de Cannes 1987 pour l'un de ses nombreux chefs-d'œuvre, cet aristocrate de 18 ans, son aîné, ami des stars, était une figure incontournable du 7e art. En quelques années, c'est dans ce monde de rêves et de paillettes que Sophie est propulsée. Elle était célèbre, elle était riche, elle était très belle. Vous avez tous les ingrédients d'un bon thriller. La frêle jeune femme a été rouée de coups et frappée à la tête avec un objet contondant. L'assassin l'a achevée en lui écrasant le visage avec un bloc de béton. Qui pouvait en vouloir à ce point à Sophie Toscan du Plantier? C'est sûr, c'est quelque chose qui l'a suivi depuis la France. La jeune femme aurait-elle fait une mauvaise rencontre? Ce dont on est sûr, c'est qu'elle était encore en vie aux alentours de minuit. Après, c'est le mystère. 2 mois après le drame, un homme devient le suspect numéro 1. C'est Ian Bailey, un journaliste anglais. À plusieurs reprises, il y a eu des incidents où il s'est mal comporté avec sa copine. Elle a parfois dû appeler la police. Ian Bailey est-il vraiment l'assassin de Sophie Toscan du Plantier? Retour sur l'un des plus grands mystères de ces 15 dernières années. Sophie Toscan du Plantier ou l'histoire d'un crime parfait. Seule, dans sa maison de vacances en cette avant-veille de Noël 1996, Sophie Toscan du Plantier, l'épouse du plus célèbre producteur de cinéma français, vient de s'endormir à l'étage. Il est 2h30 du matin, ce 23 décembre. Mais avec la pleine lune, il fait comme en plein jour, à Tourmore, en Irlande. Soudain, un bruit au rez-de-chaussée réveille la jeune femme en sursaut. Elle se lève, descend et enfile ses chaussures au pied de l'escalier. Sûrement la voisine ou quelqu'un qui cherche son chemin. Rien d'étonnant dans ce coin perdu. Ici, personne ne penserait à fermer sa porte à clé et les fenêtres n'ont pas de volets. Sans hésiter, elle ouvre la porte. Aussitôt, elle reçoit un coup au visage qui la fait saigner et l'aveugle à moitié. Paniquée, elle s'enfuit dans la nuit, par le terrain en friche, à l'avant de la maison. Elle s'écorche dans les ronces, se prend les cheveux dans les arbustes, talonnée par son agresseur. En bas, la barrière d'accès à la propriété est fermée. Elle est prise au piège. Déchaîné, son assaillant lui casse les 2 bras avant de lui écraser le visage avec un bloc de béton. Un carnage d'une sauvagerie insensée. Partie droite du front enfoncée jusqu'à l'oreille. Fracture du crâne et de la main gauche. Doigts des 2 mains cassés. Beaucoup de sang sur l'abdomen, le bras gauche et la hanche droite. Le lendemain matin, c'est Shirley Foster, la voisine, qui va faire la macabre découverte. Comme d'habitude, elle descend les poubelles par le petit chemin mitoyen. Mais arrivée au portail, une forme au sol attire son attention. C'est seulement à ce niveau-là que j'ai vu le corps. Le portail était ouvert exactement comme aujourd'hui. Elle était allongée là, avec la tête ici et les pieds par là. J'ai d'abord cru qu'on me faisait une farce.
que c'était une poupée gonflable. Mais en reprenant ses esprits, Shirley comprend qu'il s'agit d'un cadavre. Je n'ai pas fait vraiment attention à son visage. J'ai juste remarqué son bras, qui était dénudé, et son épaule, couverte de sang. J'étais loin de penser que c'était Sophie. Jamais je n'aurais cru que c'était elle. Ici, tout le monde connaît Sophie. À 39 ans, l'épouse de Daniel Toscan du Plantier partage sa vie entre les mondanités, comme ici au Festival de Cannes, ou là, aux côtés d'Alain Delon, et la quiétude des paysages irlandais. Son mari est l'un des producteurs de cinéma les plus influents du XXe siècle. Son succès se confirme aussi auprès des femmes. Il a déjà 3 enfants de 2 précédents mariages, lorsqu'en 1988, il séduit Sophie, de 18 ans sa cadette. Loin des strass de la Côte d'Azur, c'est à Tourmort, le lieu de villégiature de la jet-set européenne, en quête de discrétion et de tranquillité, que la jeune femme aime venir se ressourcer. Il y a 5 ans, elle a acquis cette maison de pêcheurs isolée qui domine la mer Celtique. Là où ce matin du 23 décembre 1996, son corps a été retrouvé. La nouvelle arrive en France le soir même. Les parents de Sophie l'apprennent par le journal télévisé. C'est son mari, Daniel Toscan du Plantier, qui, grâce à ses relations, obtiendra confirmation de la nouvelle tard dans la nuit. Bien sûr, ça nous a complètement chavirés, je sais pas, enfin bon, on savait plus trop où on en était, c'était quelque chose de terrible qu'on peut pas... elle était couchée sur le dos, elle a certainement vu quand il a pris cette masse de béton qui lui a écrasé le visage. Alors je dis que ça c'est une mort atroce. C'est une mort atroce. Et c'est ça aussi que je vois souvent le soir. Que s'est-il passé cette nuit du 22 décembre 1996, dans cette région reculée d'Irlande? Pourquoi cette jeune maman discrète et sans histoire a-t-elle été sauvagement assassinée? Qui se cache derrière un acte aussi barbare? Sophie Toscan du Plantier, la femme du célèbre producteur de cinéma, arrive en Irlande le 20 décembre 1996. Nous sommes 2 jours avant son assassinat. Que s'est-il passé dans les heures qui ont précédé ce drame? Comme en témoignent ces images de vidéosurveillance, Sophie Toscan du Plantier débarque seule à l'aéroport de Cork. Comme toujours, elle a réservé une voiture de location. En chemin, elle marque un arrêt à Schull, le village voisin, pour y faire quelques courses. Des olives et du champagne. Elle commande aussi un exemplaire du Monde chez le marchand de journaux. Elle compte passer plusieurs jours ici. Elle a dit à ses proches qu'elle avait un documentaire pour Arte à terminer. Quand elle avait un projet quelconque d'écrire, il fallait qu'elle soit tranquille. Donc elle aimait la solitude quand même. On ne sait rien de son emploi du temps du lendemain samedi, si ce n'est qu'elle fait un complément de course, toujours à Schull. Le dimanche 22 décembre, vers 13 h, elle sort faire une longue promenade à Mizenhead, à l'extrême pointe de l'île où elle rend visite à un couple d'amis. Puis, sur le chemin du retour, elle s'arrête dans un pub de Crockhaven, où elle a ses habitudes. Billy O'Sullivan, le patron, est la dernière personne à avoir vu Sophie en vie. Elle s'est assise là, comme d'habitude. Elle a pris un thé et on a un peu papoté. Je me souviens lui avoir demandé ce soir-là si elle serait des nôtres pour notre petit pot de fin d'année. On prépare toujours quelques sandwichs pour les gens du village. Et je crois qu'elle m'a dit qu'elle rentrait en France pour Noël, mais qu'elle n'était pas sûre. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai cru comprendre qu'elle attendait un coup de fil pour se décider. Mais bon,
Vous ne faites pas toujours attention à ce genre de détails. Évidemment, on ne pouvait pas deviner ce qui allait arriver. Le soir même, Sophie appelle sa femme de ménage. C'est décidé, elle rentrera finalement dès que possible. Pourquoi ce revirement, alors qu'elle vient tout juste d'arriver? A-t-elle reçu ce mystérieux coup de fil? On ne le saura probablement jamais. À cette époque, en Irlande, les relevés téléphoniques n'existent pas. On sait juste qu'à 19 h, elle parle à son amie Agnès Thomas, puis vers 23h30, à son mari, Daniel Toscan du Plantier, à qui elle annonce qu'elle a trouvé un vol pour Toulouse le lendemain 24 décembre. Ce sera son dernier signe de vie. Le déroulement de cette soirée, Barry Roche l'a retourné maintes fois dans sa tête. Depuis 14 ans, ce journaliste est considéré comme le spécialiste de l'affaire Toscan du Plantier. Ce dont on est sûr, c'est qu'elle était encore en vie aux alentours de minuit. Après, c'est le mystère. Seule, dans sa maison isolée, à qui Sophie Toscan du Plantier a-t-elle ouvert sa porte? La jeune femme attendait-elle quelqu'un? Avait-elle un rendez-vous prévu qui aurait mal tourné? Qui a bien pu assassiner sauvagement, en pleine nuit, Sophie Toscan du Plantier? En Irlande, le meurtre de Sophie Toscan du Plantier devient l'affaire criminelle la plus mystérieuse de ces 15 dernières années. Une énigme qui fascine, aujourd'hui encore, le commissaire de police de l'époque, Dermot Dwyer. Pendant plus de 10 ans, c'est lui qui a dirigé les investigations. La victime était célèbre, probablement riche, très belle, et il y a peut-être une histoire de sexe derrière tout ça. C'était aussi le premier crime dans cette région d'Irlande depuis environ 100 ans. Tous les ingrédients d'un bon thriller. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que l'enquête commence mal. La police a mis des siècles à arriver. Au bout d'une demi-heure, ils nous ont rappelés pour nous demander où on était exactement. Ils ne nous trouvaient pas. Puis ils l'ont couverte avec une bâche, mais elle est bien restée là jusqu'au lendemain soir. Car tout le monde attend John Harbison, l'unique médecin légiste du pays. Il mettra près de 72 heures à arriver, trop occupé sans doute par les préparatifs de Noël. Mais pour le commissaire chargé de l'enquête, ce n'est qu'un détail. On a beaucoup jasé sur le retard du médecin légiste. Mais elle était déjà morte à 10h30. Son corps était froid. Il a pu déterminer une heure de décès approximative. Ça n'a rien changé à l'enquête. Nous avons travaillé sur des bases très professionnelles. Pourtant, c'est bien à main nue, comme en témoignent ces images de l'époque, que les enquêteurs ratissent les lieux, à la recherche du moindre indice. En vain, l'arme du crime reste introuvable. L'assassin n'a rien laissé. De nombreuses erreurs ont été commises, notamment par les policiers eux-mêmes, qui ont saccagé la scène de crime sans prendre aucune précaution. Du coup, ils n'ont trouvé aucune preuve, aucune trace d'ADN. Dès le lendemain du drame, les langues se délient. Qu'est venue faire une femme mariée, seule, en Irlande, à quelques jours de Noël? Travailler? Mais dans ce cas, pourquoi n'a-t-elle pas emporté son ordinateur? Les policiers se demandent si la Française n'avait pas plutôt prévu d'y retrouver quelqu'un. Car plusieurs indices les intriguent. Il y a d'abord 2 verres lavés posés sur l'évier. Et sur la table de la cuisine, une bouteille de champagne intacte. Celle achetée 2 jours plus tôt au supermarché. Mais il y a surtout dans le salon 2 fauteuils installés face à face près d'un radiateur. Pour la mère de Sophie, tout ceci n'est que pure élucubration. L'histoire des 2 chaises, moi je dis ça, alors là vraiment, elle faisait exactement comme mon père. Quand il faisait froid, mon père s'asseyait sur une chaise. À côté du radiateur, il mettait une autre chaise, il mettait ses pieds. Et il lisait quoi. Elle a toujours fait ça. D'ailleurs, la maison ne recèle pas le moindre signe d'une présence étrangère. Il n'y a aucune trace de lutte et rien n'a été volé. Par terre, c'est de l'ardoise. Alors tout marque, hein. Surtout s'il y a de la boue ou quelque chose comme ça, tout marque.
Et là, il y avait effectivement des marques, mais ce n'était que des marques de Sophie. Donc ça voulait dire qu'en principe, personne n'était rentré. On n'invite pas les gens chez soi à 2 heures du matin dans un tel coin. C'est pas dans les habitudes. Des rumeurs accréditent malgré tout aux yeux des enquêteurs la thèse de la rencontre amoureuse. Depuis quelque temps, Sophie et son mari ne seraient plus sur la même longueur d'onde. Et le fait que le producteur, très attendu par la police, ne se déplace même pas à la nouvelle du drame est interprété dans la population comme une attitude suspecte. Mais il y a une histoire ici que c'était le mari de Sophie en France qui a envoyé quelqu'un ici pour faire ça. Je ne sais pas. Mais le mystère continue. Parmi ceux qui penchent pour cette hypothèse, Léo Bolger, l'homme à tout faire de Sophie. Une fenêtre à changer, un radiateur à réparer, c'est toujours à lui qu'elle faisait appel. C'est sûr, c'est quelque chose qui l'a suivi depuis la France. Ça ne peut pas être un Anglais ni quelqu'un du coin. Ces choses-là n'arrivent pas ici. Surtout qu'elle ne fréquentait quasiment personne. Elle ne s'était pas vraiment intégrée. Cette piste, le commissaire principal de la police de Bandon, Dermot Dwyer, n'y croit pas une seconde. Daniel Toscan du Plantier ne sera d'ailleurs jamais interrogé. Ça aurait été très compliqué pour quelqu'un venant de Paris d'arriver jusqu'ici sans se faire remarquer. Il serait vu à l'hôtel, en voiture. Bien sûr, en tant que force de police, nous avons envisagé toutes les hypothèses. Pensez-vous qu'il y ait une chance pour que son mari ait commandité quelqu'un sur place? Pour moi, aucune. Sans ADN, sans armes, sans indices ni mobile, un mois après le crime, la police irlandaise ne tient pas le moindre début de piste. Et pourtant, quelques semaines plus tard, un homme va devenir le suspect numéro 1. Qui est cet individu? Comment les enquêteurs vont-ils arriver jusqu'à lui? Pourquoi sont-ils persuadés de tenir enfin l'assassin? Sophie Toscan du Plantier est enterrée en France dans l'intimité. En Irlande, les investigations sont au point mort. Quand un mois plus tard, coup de théâtre, un témoignage inattendu va relancer l'enquête. Celui d'une commerçante de Schull, Marie Farrell. Elle est formelle. Le meurtrier n'est autre que le correspondant du journal local, un certain Ian Bailey. Pour la police, comme pour l'avocat de la famille de Sophie, enfin l'enquête est relancée. Il y a eu un élément majeur à un moment donné, c'est qu'une personne a témoigné avoir vu Ian Bailey vers 3 heures du matin sur le pont Kelfada, c'est-à-dire à quelques 2 kilomètres de chez Sophie Toscan du Plantier en allant vers la mer, et l'avoir vu en pleine nuit, donc la nuit du crime. Le fait que Bailey ait été vu sur les lieux, ou quasiment sur les lieux, faisait de lui un suspect potentiel important. Et ce soir-là, justement, l'homme n'a pas d'alibi. Il avoue même s'être levé en pleine nuit pour finir d'écrire un article. Pour les enquêteurs, il a très bien pu en profiter pour se rendre chez Sophie, à moins de 5 km de son domicile. Seulement voilà, Marie Farrell n'est pas très précise. Ce qui est étrange, c'est que dans sa première déclaration, elle a décrit l'homme comme étant de la taille de son mari, environ 1m77, alors que Bailey mesure au moins 1m92. Nous avons voulu vérifier par nous-mêmes la fiabilité de ce témoin. Nous avons fait le test de rouler en pleine nuit sur le pont en question. À 20 à l'heure seulement, et en plein phare, difficile de reconnaître quelqu'un. Nous avons demandé à Léo Bolger, l'homme à tout faire de Sophie, ce qu'il pensait de cette histoire. Je tiens à ne parler que ce dont j'ai été témoin. Et Marie Farrell, je la connais et je m'en méfie comme de la peste. Je la connais assez pour la tenir à distance.
Tout ce qu'elle dit est à prendre avec des pincettes. Les enquêteurs prennent pourtant très au sérieux les allégations de Marie Farrell contre Jan Belley. Le 10 février 1997, près de 2 mois après le crime, le journaliste est interpellé. D'autant qu'un autre témoignage va encore l'accabler. Celui de la voisine cette fois. Souvenez-vous, Shirley. C'est elle qui a découvert le corps de Sophie. Le même jour, en tout début d'après-midi, elle affirme avoir vu Jan Belley sur les lieux du crime. Or, à ce moment-là, personne d'autre qu'elle et la police ne sont au courant. Je l'ai croisé avec sa compagne Jules. Ils venaient dans ma direction. Ils étaient en voiture sur la route là-bas, à mi-chemin, avant la montée. Ils ne pouvaient donc pas voir ce qui se passait. Et je leur ai dit, si j'étais vous, j'irais pas plus loin. La police a bouclé tout le périmètre. Oui, je suis au courant, il m'a répondu. Selon elle, Jan Belley en saurait donc trop pour être étranger à l'affaire. Ce que Shirley ignore lorsqu'elle aperçoit le journaliste vers 14 h, c'est qu'il est envoyé par un de ses confrères depuis le siège de son journal à Cork. Belley aurait reçu un appel d'Eddie Cassidy vers 13h20, lui annonçant que quelqu'un avait été tué. Mais les enquêteurs persistent et ils ne vont pas tarder à ajouter un nouvel élément à leur dossier. Pour eux, Jan Belley en sait trop sur Sophie Toscan-du-Plantier pour être étranger à l'affaire. Ces articles regorgent de détails que seuls les proches ou l'intéressée elle-même pouvaient connaître. À 14 h, lorsqu'il rencontre Shirley sur le chemin, le cordon de sécurité est déjà en place et l'empêche d'aller plus loin. Comment peut-il alors savoir, par exemple, qu'il y a cette bouteille de champagne posée sur la table de la cuisine, si ce n'est pas lui-même qui l'a apportée? C'est Léo Bolger qui va nous en donner l'explication. Je venais nourrir mes chevaux et apporter de l'allume-feu à Shirley et son mari qui étaient bloqués chez eux. J'étais en train d'expliquer tout ça à la police lorsque j'ai vu Jan Belley avec d'autres journalistes bloqués derrière le cordon de sécurité. Quand il a vu qu'on me laissait passer, il s'est approché de moi et m'a demandé s'il pouvait en profiter pour m'accompagner. On a chacun pris un paquet et on est monté. En passant devant la maison de Sophie, le journaliste a donc très bien pu apercevoir la bouteille par la fenêtre. Convaincus de tenir leur coupable, les enquêteurs s'intéressent maintenant à sa personnalité. Et ils vont apprendre une information majeure. Jan Belley n'est pas un des leurs. Il est anglais. Alors forcément ici, ça fait jaser. Il est bizarre, oui. Pour moi, il est bizarre. Quand il est de pleine lune, il sort dans le champ, il commence à chanter, comme ça. Vous avez vu ça? Non. J'ai attendu ça. On a entendu des choses sur sa vie conjugale, comme quoi il battrait sa copine. Mais bon, c'est délicat. Il aime la boisson. Il a l'alcool mauvais. À plusieurs reprises, il y a eu des incidents où il s'est mal comporté avec sa copine. Et plusieurs fois, elle a appelé la police. C'est difficile parce que bon, il y a un côté, on se dit, oh, oui, c'est peut-être bien lui parce qu'on savait qu'il frappait sa femme, son amie. Que dire d'autre quand il n'y a pas vraiment de preuves? Les preuves, les enquêteurs sont persuadés de les tenir enfin. Lorsque plusieurs jours après le crime, en interrogeant de nouveau Jan Belley, ils constatent des éraflures sur son front et sur ses bras. Et si elles résultaient de la lutte qui a coûté la vie à Sophie? D'autant que le lendemain du crime, le journaliste a été vu de près par Shirley Foster, la voisine. Elle s'était trouvée nez à nez avec lui sur le petit chemin. Seulement voilà, là encore, son témoignage ne corrobore pas celui des policiers. Aviez-vous remarqué des traces de griffures sur son visage? Non, je n'ai pas remarqué. Non, je n'ai rien vu qui pourrait ressembler à ça.
Jusque-là discrète, la compagne de Yann Bellé va finir par monter au créneau. Non, l'homme que l'on dit si violent, ce n'est pas le sien. « J'ai 3 filles, dit-elle aux journalistes qui viennent l'interviewer. Si c'était Yann l'assassin, vous croyez vraiment que je prendrais le risque de rester avec lui ?» Aux dernières nouvelles, le couple est d'ailleurs toujours ensemble, soudé comme au premier jour. Le journaliste a beau crier son innocence, il retourne en garde à vue en mars 1998. Mais faute de preuves, encore relâché. Tous les griefs contre lui sont tombés les uns après les autres. Et pour couronner le tout, le seul témoin à charge, Marie Farrell, la commerçante qui affirmait l'avoir vu sur le pont la nuit du drame, se rétracte en 2005. Le meurtre a eu lieu il y a maintenant 9 ans et avec le temps, elle n'est plus aussi catégorique. Problème ? Persuadés dès le départ de tenir leur coupable idéal, les enquêteurs n'ont jamais étudié aucune autre piste. Qui est alors l'ombre au bloc de pierre? Pour la mère de Sophie, c'est le coup de grâce. Elle n'arrive pas à se faire à la perte prématurée et inexpliquée de sa fille. Et surtout, sans assassin, impossible de faire son deuil. Moi, je donnerais, je sais pas quoi, pour pouvoir un jour l'avoir un petit peu, puis la toucher un peu. Si je pouvais avoir quelques instants pour la prendre dans mes bras et pour lui dire que je l'aimais. Excusez-moi. Mais cette absence, on ne peut pas s'y faire. Moi, elle me suit partout quand même, mais je ne peux pas la toucher. Enfin, bon. Il faut prendre le temps un jour de dire qu'on s'aime beaucoup, ou même pas. D'être là et puis voilà, d'écouter. Mais ça, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait assez. Enfin. Soudé autour de Marguerite, le clan familial, des cousins, des neveux, fonde en 2007 une association pour la recherche de la vérité. Épaulés par leur avocat, ils ont pu, grâce à leur action, obtenir que la justice française se saisisse du dossier et demande l'extradition de Yann Bellé. Et précisément ce soir, ils font le point sur les dernières avancées. Pourquoi il y a tant de contradictions dans le discours de celui sur lequel porte le mandat d'arrêt? Il faut qu'il s'explique sur toutes ces contradictions. Et la seule façon de s'expliquer, c'est devant un juge d'instruction. On n'est pas dans une logique de chasse à l'homme, on n'est pas dans une logique de vengeance, mais on estime que là, on ne peut pas laisser passer, malgré le temps, malgré les 14 ans, même si c'est 20 ans, on ne peut pas laisser passer une chose pareille. Nous, la vérité, c'est ce qu'on cherche. De toute façon, si c'est pas lui, c'est un autre. Donc, on ira chercher l'autre. Ou des autres. Ou des autres. Parce que de toute façon, il y a un fait. Notre cousine a été assassinée il y a 14 ans. Ça, c'est vrai, c'est factuel. Voilà. Donc, tant qu'on ne sait pas la vérité, on continuera. Coup de théâtre, le 18 mars 2011. Après 14 ans de procédure, la Haute Cour de Dublin a donné son feu vert à l'extradition vers la France du suspect britannique. Une première dans l'histoire judiciaire irlandaise. Seulement voilà, Yann Bellé a aussitôt fait appel. C'est maintenant à la Cour suprême de décider si son action est recevable. En cas de refus, il serait alors extradé prochainement en France, mis en examen et interrogé par un juge d'instruction français. Peut-être ce jour-là, Georges et Marguerite Bougnol, les parents de Sophie, trouveront-ils enfin un peu d'apaisement. Le 1er mars 2005, à 1h de l'après-midi, un cadavre est découvert dans un luxueux appartement de Genève. Ce corps, c'est celui d'Edward Stern, l'un des plus brillants banquiers français, vient d'être abattu de 4 balles dans la tête. Il est retrouvé ligoté et vêtu d'une combinaison de latex. On sait d'ailleurs qu'il se sentait en danger dans les derniers mois de sa vie, qu'il se déplaçait souvent armé ou protégé. Dans le monde très feutré de la haute finance internationale, la macabre découverte fait scandale. À 50 ans, Edward Stern était à la tête d'une des plus grandes fortunes de France. Ce proche de Nicolas Sarkozy comptait parmi les personnalités les plus influentes du Gotha de la finance et de la politique.
Il y a ceux qui ont été en affaire avec lui et qui le dépeignent évidemment comme un personnage qui pouvait être extrêmement violent dans la négociation, extrêmement menaçant. Accident, règlement de compte financier ou crime sexuel? Le dossier est sensible. Pour les enquêteurs, la question va tourner à l'obsession. Mais après quelques heures de traque, ils sont sur la piste d'une mystérieuse jeune femme blonde. Elle serait la maîtresse d'Edward Stern. Une sorte de, si j'ose dire, de geisha actuelle qui sait parler aux hommes, qui sait les mettre en valeur, qui sait les écouter. Comment cette menthe religieuse a-t-elle tissé sa toile autour d'Edward Stern? Elle manipule, bien sûr, elle manipule un peu tout le monde. Comment leur jeu sexuel a-t-il pu virer au cauchemar en quelques minutes? Ils étaient dans l'excès. Tout était dans l'excès. Vous allez découvrir les dernières heures passionnelles d'un couple hors du commun. Plongé au cœur du monde très secret des grands hommes d'affaires. Enquête sur la trajectoire brisée d'Edward Stern. Il est 13h15 ce mardi 1er mars 2005, lorsque Dolores, la femme de ménage d'Edward Stern, un riche banquier français installé en Suisse, reçoit un appel de 2 de ses collaborateurs. Ils sont inquiets. L'homme d'affaires ne s'est pas présenté au bureau ce matin, malgré d'importants rendez-vous. Et il est injoignable par téléphone. Aussitôt, Dolores leur propose de les retrouver sur place, devant l'immeuble Genevois du milliardaire. En arrivant sur le palier de son luxueux penthouse, ici au 5e étage, la femme de ménage escortée par les 2 hommes constate que la porte est fermée à double tour. Mais l'alarme n'est pas enclenchée. Le milliardaire est donc chez lui. Peut-être a-t-il été victime d'un malaise. Prudents, les 2 hommes demandent à Dolores de les attendre à l'entrée, lorsque soudain, dans la chambre du banquier, gisant au pied de son lit, il découvre un corps sans vie, criblé de balles. Détail sordide, il est saucissonné, de la tête aux pieds, dans une combinaison de latex de couleur chair. Edward Stern est méconnaissable. En une fraction de seconde, l'image du fringant quinquagénaire en costume 3 pièces vient de voler en éclats. Car Edward Stern est l'un des hommes les plus puissants du Gotha. C'est la 38e fortune de France. Sa richesse se compte en centaines de millions d'euros. Intime du président Sarkozy, il gravite depuis toujours dans le monde de la finance et de la politique. Sa mère est l'ex-épouse du député Jean-Claude Servan-Schreiber. Il est lui-même divorcé de Béatrice David Veil, la fille du président de la Banque Lazare, qui vit désormais à New York avec leurs 3 enfants. Malgré la distance, l'homme d'affaires a toujours su se montrer un père de famille exceptionnel. Inconnu de son vivant, Edward Stern va devenir du jour au lendemain l'un des banquiers les plus célèbres du monde. Des centaines de journalistes affluent sur Genève à l'annonce du meurtre. Un coup de projecteur dont se serait bien passé ce discret territoire helvétique entièrement dédié aux grandes fortunes de la planète. Dans le quartier d'Edward Stern, aux eaux vives, les caméras de vidéosurveillance traquent le moindre mouvement et la police est omniprésente. L'immeuble du milliardaire dispose même au rez-de-chaussée d'un commissariat ouvert 24 heures sur 24. Pourtant, personne n'a entendu le claquement des 4 balles tirées à bout portant sur le banquier. Comment le ou les tueurs ont-ils pu s'introduire dans l'immeuble puis l'appartement hyper sécurisé d'Edward Stern sans être repérés? La journaliste Valérie Duby a couvert l'affaire dès les premiers jours. Pour elle, il ne s'agit pas d'un crime de rôdeur. La police, quand elle arrive, elle découvre que la porte était fermée. Il faut savoir que l'immeuble est sous surveillance de caméras. Personne n'a pu entrer par les fenêtres pour tuer. Qui avait intérêt à supprimer le richissime banquier français? Pourquoi a-t-il été retrouvé dans cette situation? Et surtout, dans cette tenue. Autant de questions auxquelles vont devoir répondre les enquêteurs qui viennent procéder aux premières constatations. Une chose est sûre, la porte n'a pas été forcée. Edward Stern a donc ouvert à son ou ses agresseurs. Peut-être même les connaissait-il, car en faisant l'inventaire de ses clés, les policiers vont très vite découvrir qu'il en manque une. Comme il manque l'arme du crime et les balles qui ont servi à le commettre. Par contre, tous les bibelots sont en place et aucun des nombreux tableaux de maîtres qui ornent les murs n'a disparu.
La piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné est immédiatement écartée. Alors Edward Stern a-t-il été victime d'une affaire de mœurs ou d'un crime crapuleux? N'aurait-il pas plutôt fait l'objet d'un règlement de compte financier? Qui a bien pu s'acharner à ce point sur la 38e fortune de France? Qui était vraiment Edward Stern? Derrière des apparences affables, le banquier cachait d'autres facettes, tant à ses amis qu'à ses nombreux ennemis. Ce personnage énigmatique a particulièrement marqué Maître Alec Raymond, l'un des avocats de l'affaire. C'était un monsieur d'une intelligence très spectaculaire, d'une grande culture, qui pouvait être absolument exquis et puis qui avait une part d'ombre très considérable, probablement beaucoup plus considérable que le commun des mortels auquel il n'appartenait pas. Et puis alors il y a ceux qui ont été en affaire avec lui et qui le dépeignent évidemment comme un personnage qui pouvait être extrêmement violent dans la négociation, extrêmement menaçant, ne serait-ce que par sa stature. Redoutable en affaires, c'est à la tête d'une fortune estimée à 300 millions d'euros qu'Edward Stern se retire en Suisse. Mais là encore, son sens aigu du commerce et ses méthodes cassantes ne lui valent pas que des alliés. On sait qu'il est en procès avec des gens qui ne lui veulent pas nécessairement du bien. On sait d'ailleurs qu'il se sentait en danger dans les derniers mois de sa vie, qu'il se déplaçait souvent armé ou protégé. Et ce n'est pas tout. En dehors de l'establishment parisien, c'est aussi vers la mafia russe que les regards se tournent. Le banquier traitant avec les pays de l'Est, les enquêteurs n'excluent pas qu'il ait pu être victime d'un contrat. Mais la thèse fait sourire Maître Bonan, l'avocat de la famille Stern, un ténor du barreau de Genève. Quand un homme de pouvoir meurt, dans des circonstances singulières de surcroît, l'imagination galope. Et puis la presse a ceci de naturel qu'elle a horreur du vide. Alors quand elle ne sait pas, les Russes ne sont jamais loin, la mafia est une réponse singulière dès qu'on parle d'argent. Si de surcroît on est juif, on peut imaginer que le Mossad ou le Fatah, enfin, bref, il y a des pistes presque obligées. Mais avec tout de même le bémol de la tenue latex qui rend l'hypothèse du règlement de compte professionnel ou mafieux un peu aléatoire. Rapidement, c'est donc du côté de la vie privée du milliardaire que les policiers genevois se penchent. Et ils vont faire une étonnante découverte. Les enquêteurs font l'inventaire des clés. Ils les retrouvent toutes, sauf une dont ils savent qu'elle avait été remise à une étrange dame blonde qui venait ça et là. Et justement, c'est elle que l'on voit sur les images de vidéosurveillance du parking d'Edward Stern à 20h, puis 21h, le 28 février 2005, la veille de la macabre découverte. Drôle de coïncidence. C'est précisément l'heure à partir de laquelle plus personne ne parviendra à joindre le banquier sur son téléphone. Qui est l'inconnu du parking? Les enquêteurs veulent en savoir davantage. Assez vite, ils apprennent qu'il s'agit de Cécile Brossard. Je crois qu'elle est le suspect numéro 1 dans les heures qui suivent. En attendant de pouvoir l'interroger, les enquêteurs vont se renseigner sur le profil de cette jeune femme, dont l'entourage du banquier n'a jamais entendu parler. Cécile Brossard, c'est une femme qui a 35 ans, qui vient de France, qui navigue entre Paris, Nanteuil-le-Haudouin et puis Montreux, c'est-à-dire Clarence, où elle vit avec son ami, qui est en réalité son mari, puisqu'ils se sont mariés à Las Vegas. Cécile Brossard, d'abord, c'est une jeune femme que la vie a passablement maltraitée depuis son tout jeune âge. Elle a une mère qui a été hospitalisée souvent pour des problèmes psychiatriques, qui a tenté de mettre fin à ses jours en compagnie de ses 2 filles à 1 ou 2 reprises. Elle a à peine terminé sa scolarité obligatoire. Après, elle est partie faire des petits boulots en Angleterre, dans un pub. Elle a travaillé dans une maroquinerie à Roissy. Mais au départ, c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui est cultivé de par ce qu'elle a appris à l'école. Un parcours chaotique qui n'empêche pas la jeune femme d'être ambitieuse.
Souriante, optimiste, curieuse de la vie, Cécile Brossard a su tirer profit de son charme pour gravir l'échelle sociale. C'est aussi quelqu'un qui a vécu auprès d'hommes souvent plus âgés, qui l'entretenait. Une sorte de, si j'ose dire, de geisha actuelle qui sait parler aux hommes, qui sait les mettre en valeur, qui sait les écouter. C'est en 2001, au cours d'un dîner organisé par un galeriste parisien, que Cécile Brossard se fait présenter Edward Stern. La jolie blonde tape aussitôt dans l'œil du séduisant milliardaire. Edward Stern est déconcerté par le naturel de Cécile Brossard. Il a l'habitude de rencontrer des hommes et des femmes qui se prosternent, entre guillemets. Et puis voilà que surgit cette jeune femme qui ne s'en laisse pas compter, qui plaisante avec lui d'égal à égal. Et je pense qu'il a dû être amusé, déconcerté. Et elle, je crois qu'assez vite, elle est entrée dans une sorte de mécanisme de prince charmant. Elle était pétrie d'admiration, à juste titre d'ailleurs. Et c'est comme ça, je crois, que les choses se nouent. Si on se fie au parcours de l'un et de l'autre, les chances qu'ils se rencontrent étaient assez modestes. Et pourtant, c'est une passion dévorante qui va les envahir. Au point de se téléphoner en permanence, de s'envoyer chaque jour des dizaines d'emails enflammés. Cécile ne vit plus que pour l'homme qu'elle aime. C'est top, les câlins coquins par téléphone. Mon amour, vous serez puni tant je vous aime. Tu es l'homme pour lequel je suis née. Tu es l'homme de ma vie. Tu es l'homme de ma mort. Sa vie, c'était être avec Édouard, penser à Édouard, écrire à Édouard, téléphoner à Édouard. Il n'y a plus que ça qui comptait, comme une obsession de chaque instant. Mais au-delà des sentiments, c'est surtout le sexe qui les lie. Cécile Brossard va initier Edward Stern à des jeux sexuels qu'il ne connaît pas, et notamment le latex, sadomaso, les trucs à plusieurs, les partouzes. Des jeux qui pimentent le quotidien austère de cet homme, que plus grand-chose ne parvient à divertir, au dire de ceux qui pensaient le connaître. Ces expériences de l'extrême sont-elles allées trop loin ? Cécile Brossard a-t-elle tiré à 4 reprises sur son amant ? Pourquoi aurait-elle abattu froidement cet homme qu'elle aimait à la folie ? 4 ans après leur rencontre, le conte de fées entre Edward Stern et Cécile Brossard ne s'avère plus aussi magique qu'elle l'aurait souhaité. Comme tous les couples passionnels et passionnés, ils se disputaient. Ça faisait partie du langage de leur amour. Ils étaient dans l'excès. Tout était dans l'excès. Edward Stern alternait les manifestations d'une tendresse certaine et des moments de dénigrement et de mépris absolu. C'était vraiment le chaud-froid permanent. Mais ce qui fait souffrir et complexe Cécile au-delà de tout, ce sont les affronts constants que le milliardaire lui fait subir. Edward Stern voyageait énormément. Il ne l'a jamais emmené, si ce n'est pour quelques parties de chasse, à l'occasion desquelles d'ailleurs elle devait faire semblant de ne pas être avec lui. Elle portait parfois un autre prénom que le sien. On ne peut pas dire que ça soit une officialisation très spectaculaire. Et puis dans les salons parisiens, new-yorkais et genevois, c'est pas avec elle qu'il se déplaçait. À partir d'un certain moment, Madame Brossard formule une exigence dont j'allais dire qu'elle est assez classique et assez féminine. Elle n'est pas blâmable en soi. Elle dit à Edward Stern les paroles d'amour, les actes d'amour. Voilà que tout d'un coup, il sait que s'il ne cède pas, il la perd. Après 4 ans de cette liaison tumultueuse qui ne l'amène nulle part, Cécile tape subitement du poing sur la table. Tu feras ton virement et j'aurai la certitude que tu m'aimes vraiment. Ça me suffit pour être pleinement heureuse. Elle exige le mariage et la dot. Et pas une petite somme, $1 million. Édouard cède. Le 11 novembre 2004, il s'engage à légitimer leur union et à lui verser l'argent. Je souhaite te rendre indépendante et t'épouser.
Je crois que c'est la seule solution qui nous permettra de voir notre avenir avec de la lumière dans les yeux et dans le cœur. Mais Edward Stern ne tient pas parole à la date prévue. Alors elle lui écrit une lettre très étrange où elle lui dit au fond, tu ne tiens aucune de tes promesses et c'est d'autant plus dommage que tu as trahi de nouveau notre pacte, parce qu'elle est très souvent dans le superlatif, tout est pacte de sang, que je voulais ce million comme gage d'amour, l'aurais-je reçu, que je te l'aurais immédiatement rendu. Cette somme, je ne l'utiliserai jamais mieux qu'en te la rendant en totalité, juste après l'avoir reçue, pour te prouver à mon tour combien je t'aime. Et c'est quand il reçoit cette lettre, par laquelle elle s'engage à le rendre, qu'il le verse. Ce n'est que le 12 janvier 2005 que le $1 million arrive au Crédit Suisse de Montreux sur le compte de Cécile. Mais la preuve d'amour s'est trop fait désirer. La jeune femme est vexée, elle se rend injoignable. Cette fois, c'est Edward Stern qui prend la mouche. Ce million qui devait être la garantie, le gage symbolique de nos amours à venir, à peine le reçoit-elle, voilà qu'elle disparaît de ma vie. Donc j'ai été trompé. Et à vrai dire, je croyais qu'on était dans la symbolique amoureuse, étrange certes, mais symbolique amoureuse. Je m'aperçois que c'est simplement une gourgandine qui était un peu habile en disant « donne-moi ça pour me montrer que tu m'aimes ». Je le lui montre, ce signe étant donné, elle part avec son million. Et à cet égard, il n'a pas sens de l'humour, donc il fait bloquer son million, une saisie provisionnelle, un référé, comme on dirait chez vous. Et le point de départ du drame, probablement, ou l'accélération du drame, est autour de ce million bloqué. Elle sait que l'argent est bloqué, mais elle ne sait pas quels sont les arguments qui ont été avancés pour obtenir cette mesure, et elle est persuadée que ça ne peut être qu'un tissu de mensonges, et la raison de le penser. Et ça, évidemment, dans l'effondrement du mythe, ça participe très, très sérieusement de la catastrophe finale. Une fois de plus, Edward Stern a su lui montrer qui était le maître. Il lui a suffi d'un coup de fil à son avocat pour intervenir sur son compte bancaire. Cécile est anéantie. Lorsqu'elle se rend chez son amant ce lundi 28 février 2005 au soir, c'est avant tout une explication qu'elle vient chercher. Elle veut connaître l'excuse qu'il a invoquée pour faire séquestrer le million. Elle se dit à juste titre qu'Edward Stern n'a pu que mentir pour obtenir le blocage de cette somme. Parce que vous n'obtenez pas d'un juge qu'il séquestre $1 million en lui disant « voilà, j'aimais cette femme, je lui ai donné $1 million, je l'aime plus, je veux le reprendre ». Avec ça, vous n'allez nulle part. Alors, Edward Stern aurait tout simplement fait passer Cécile pour une voleuse. Il a raconté à son avocat qu'elle l'avait escroqué, un mensonge qu'il compte bien ne jamais avouer. Comme un enfant pris la main dans le sac, Edward Stern s'attend aux pires représailles. Des châtiments corporels qui ne sont pas pour lui déplaire. Et si Cécile ce soir encore a pris son sac bleu, c'est qu'elle ne peut pas résister non plus à leurs petits jeux épicés. Il contient son attirail de maîtresse intraitable, chaps de cavalière, bottines en cuir et accessoires sexuels. Dans sa chambre, le milliardaire enfile sa combinaison de latex et attend les ordres. Assis à califourchon, face au grand lit blanc, il se laisse ligoter, dominer, humilier. Soudain, un événement inattendu vient perturber leurs ébats. Selon Cécile Brossard, Edward Stern aurait subitement laissé échapper une phrase qui, ce jour-là, dans ce contexte-là, ne lui était pas supportable. 1 million, c'est cher payé pour une pute. Pour Cécile Brossard, déjà tant rabaissée, c'en est trop. Tout s'effondre. La promesse de mariage, il est déjà revenu dessus dans les jours qui précèdent. Et puis ce million, avec toute la valeur symbolique qui s'y attache, devient, à travers ces mots-là, le salaire de la pute, si je peux m'exprimer un peu brutalement. Et pour elle, ça provoque
le clash psychologique qui amène le geste fatal. Une version que n'accrédite pas l'avocat de la famille Stern. Qu'Edward Stern ait pu, en telle occasion, avoir ce qu'on appellerait un vocabulaire soutenu, ça me paraît tout à fait certain. Est-ce qu'il l'a eu dans ces circonstances-là? Est-ce que c'est un propos qu'elle place là pour le rendre cause d'un acte, alors que peut-être elle va le prendre dans une autre conversation ou dans une autre dispute? Cette phrase, dans un jeu d'amour sadomaso, n'est pas une phrase d'une grande surprise, elle est même d'une incroyable banalité. Même les plus bourgeois d'entre nous ont parfois un vocabulaire contracté au moment du plaisir, un vocabulaire qui stimule, enfin, vocabulaire de palefrenier, des hommes qui par ailleurs sont infiniment raffinés dans leur... Alors, de traiter la femme aimée de pute au moment de l'étreinte, c'est pas que je le préconise, d'ailleurs, je n'ai pas à donner à cet égard de leçons, mais je pense que si nous avions l'oreille fine, nous l'entendrions presque partout et tout le temps. Cécile, pourtant, ne l'entend pas de cette oreille. Elle se lève, se dirige vers le dressing, où elle sait que le banquier cache ses armes et s'empare de son Smith & Wesson. Pointé entre les deux yeux du milliardaire, le pistolet équipé d'un silencieux lâche une première balle de 9 mm. Dans l'immeuble, personne ne se rend compte du drame qui se noue au 5e étage. Edward Stern s'écroule, mais il vit toujours. Cécile Brossard tire à 3 autres reprises, achevant son amant d'une dernière balle dans la tempe. Puis, elle s'effondre à genoux, la tête entre les mains, avant de se ressaisir. Sans scier, elle ramasse tout ce qu'elle peut, oubliant au passage qu'elle laisse ses empreintes un peu partout dans l'appartement. Les douilles, les canettes qu'ils ont consommées dans la cuisine et les accessoires. Elle glisse le revolver du crime dans un sac blanc. Elle ferme les volets et la porte à double tour. Lorsque sa Mini grise franchit la porte du parking d'Edward Stern, les caméras de surveillance indiquent qu'il est 21h15. Il aura fallu à Cécile Brossard une petite heure pour commettre son forfait. Il ne lui en faudra guère plus pour organiser sa fuite. Sans réfléchir, elle file à toute allure vers Montreux, de l'autre côté du lac Léman, retrouver son mari Xavier Gillet. En cours de route, elle l'appelle pour lui dire que quelque chose de grave vient d'arriver. Elle lui demande de réserver un billet de train pour Milan et un aller simple pour l'Australie. À Montreux, elle se débarrasse de l'arme du crime en la jetant dans le lac. Une fois chez elle, en pleurs, elle raconte tout à son mari, ou presque. « C'est horrible, je viens de trouver Édouard mort, criblé de balles », lui dit-elle. « Si je ne pars pas le plus loin possible, on va m'accuser. » Elle lui raconte une histoire un peu abracadabrante, qu'il est peut-être un peu prompt à croire, mais enfin, elle lui en a raconté d'autres. Elle compte attraper le dernier train pour Milan qui quitte Montreux à 23h40. De là, elle s'envolera pour l'Australie. Cécile court faire sa valise, prend un peu d'argent, son passeport et quitte l'appartement. Direction la gare. Sur le quai, elle se débarrasse du sac bleu cette fois. Celui qui contient sa panoplie de maîtresse SM. Tout se déroule comme elle l'a imaginé, à un détail près. Elle rate son train. Elle veut prendre le train pour Milan, elle le rate, elle demande à un taxi de suivre le train. À chaque fois qu'ils arrivent dans une gare, le train vient de repartir. Finalement, le taxi l'emmène jusqu'à Milan. Elle fait une crise de nerfs devant l'aéroport encore fermé. Finalement, elle embarque pour l'Australie. Elle y passe 24 ou 48 heures et puis elle revient. Elle alterne des gestes qui pourraient faire penser qu'elle est froide et déterminée, et puis des attitudes complètement erratiques qui échappent à
tout sens. Pourquoi Cécile Brossard ne reste-t-elle pas en Australie? Tout simplement parce qu'en arrivant là-bas, elle a reçu un coup de fil d'une de ses amies, lui annonçant le meurtre de son amant. Elle n'avait alors pas d'autre choix que de rentrer, si elle ne voulait pas faire figure de suspecte. Lorsqu'elle se pose sur le sol suisse ce 5 mars 2005, elle se rend de bonne grâce à la brigade criminelle de Genève, qui la convoque avec son mari Xavier Gillet. Mais elle ne lâche rien. Elle donne des fausses pistes, elle va même jusqu'à dire des choses. Ah, que n'étais-je là ce soir, j'aurais fait rempart de mon corps. Ou de dire, mais ce soir-là, il n'était pas armé, parce que si Édouard avait été armé, personne n'aurait pu lui faire ça. Elle explique à quel point c'est horrible, qu'elle ne comprend pas qui a pu faire ça. Elle manipule, bien sûr, elle manipule un peu tout le monde. Alors, comment le piège va-t-il se refermer sur Cécile Brossard? Quel élément va permettre de confondre la jeune femme? La maîtresse d'Édouard Stern va-t-elle enfin passer aux aveux? À Genève, Cécile Brossard est entendue depuis plusieurs heures par les enquêteurs. Et en recoupant ses déclarations avec celles de son mari Xavier Gillet, les policiers vont relever toute une série de contradictions. Elle dira, je suis parti pour l'Australie parce que quand je suis revenu de chez Édouard Stern, avec lequel je m'étais disputé, mon mari me fait une scène parce que je lui avais promis de ne plus jamais voir Édouard. Alors je venais de me disputer avec mon amant, je venais de me disputer avec mon mari, c'était trop, je pars, je fuis. Et donc, elle fait remonter sa décision de partir à la dispute qu'elle a à Montreux avec son mari lorsqu'elle rentre. Or, les policiers constatent grâce au relevé téléphonique que Xavier Gillet avait déjà réservé son billet pour l'Australie alors même qu'elle était encore sur la route. L'alibi de la double dispute ne tient donc pas. Et puis il y a ce détail accablant. Xavier Gillet se souvient que Cécile lui a affirmé avoir vu Édouard Stern mort en arrivant à son domicile. Or, face aux policiers qui l'interrogent, elle se contente de dire qu'elle l'a quitté fâchée après une dispute. Après 13 heures d'interrogatoire, la maîtresse de la 38e fortune de France passe aux aveux. À partir de ce moment-là, elle dit oui, j'admets, c'est moi. Mardi 15 mars 2005, 15 jours après le crime, Cécile Brossard est inculpée d'assassinat et incarcérée à la prison de Chandelon à Tonex, près de Genève. Le procès aux assises s'ouvre le 10 juin 2009. Les journaux et les télés du monde entier ont fait le voyage pour couvrir les audiences. Tout le monde attend des révélations croustillantes sur les pratiques sexuelles du Gotha. La foule se presse pour apercevoir l'exécutrice du banquier milliardaire. Le public avait entendu tant de choses au sujet de Cécile Brossard qu'on s'imaginait comme une sorte de matari en cuissarde, fouet à la main, faisant subir à ses victimes, entre guillemets, les derniers outrages. Enfin, il s'était créé toute une imagerie un peu graveleuse, et tout ça, évidemment, ça titille la curiosité. C'est le drame avec un grand D. Si le scénario du drame est désormais clair, le mobile reste un mystère. L'argent ou l'amour? Meurtre ou crime passionnel? Autrement dit, 5 ou 20 ans de réclusion. C'est tout l'enjeu auquel est confronté l'avocat de Cécile Brossard. Elle le tue parce que tous ses rêves s'écroulent. Ça, c'est assurément, le contexte général. Et alors, sur la question de la vénalité, le million avait un poids symbolique beaucoup plus grand que simplement le poids de l'argent. Alors, évidemment que je ne vais pas vous dire qu'elle n'en avait rien à faire. Elle qui n'a jamais vécu sur un grand pied, 1 million, c'était 1 million, et ça reste 1 million. Mais c'est en tout cas pas un crime d'argent, l'affaire Stern. En tout cas pas. Pour la défense, l'affaire Stern n'est donc rien d'autre qu'une histoire d'amour qui a mal tourné. Une thèse insoutenable pour l'avocat des proches de la victime. Je me suis opposé au crime passionnel. Pourquoi? Parce que dans notre droit suisse, le crime passionnel est un crime excusable. C'est une manière de dire
que la victime porte une part de responsabilité dans le destin qui la frappe. Et ça m'était parfaitement insupportable, parce que je le tiens pour faux d'abord, et cela suffit. Elle est aussi insupportable aux enfants et à la femme dont j'étais la veuve, Béatrice Stern, et les 3 enfants dont j'étais l'avocat, que l'on vienne plaider, après tout, votre père l'a bien voulu. Et il y a des choses qui sonnent de manière insupportable. Dire au fond, on a tué votre père pour les enfants, on a assassiné votre père, 4 ans. Passé, il n'y a rien à voir. C'était pas audible. Après une semaine de procès, le verdict tombe le 18 juin 2009. Cécile Brossard est reconnue coupable de meurtre. Elle est condamnée à 8 ans et demi de détention. Mais avec les remises de peine, elle n'en fera que 5. Elle ne se pardonnera jamais le geste qu'elle a commis, en particulier en regard des souffrances que cela engendre dans le cercle des proches d'Edward Stern. Ça, c'est quelque chose qui la hante au quotidien et qui, je crois, la hantera toujours. Alors, je ne crois pas qu'elle tournera vraiment la page. Elle vivra avec la page déchirée, la page chiffonnée, mais elle ne la tournera jamais complètement. D'ailleurs, qui pourrait vraiment tourner une page comme celle-là? Interdite de séjour en Suisse depuis sa libération le 10 novembre 2010, c'est désormais en région parisienne, entourée de ses proches, que Cécile Brossard entreprend de se reconstruire.